Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Initiative Africa, l'émission qui met en lumière les femmes, les hommes et les projets qui font avancer le continent. Aujourd'hui, nous nous tournons vers les droits des femmes et leurs efforts pour conquérir de nouveaux métiers. Mais tout de suite, voici le sommaire de votre magazine. Agronome de formation, elle a vu de première main les discriminations dont sont souvent victimes les femmes en milieu rural. Pour répondre à ces enjeux et aider les jeunes filles et les femmes à se défendre contre les inégalités, elle a fondé une association en 2020. Marie-Paule Aukry, cofondatrice de la Ligue ivoirienne des droits des femmes, est notre invitée du jour. Les missions de la Ligue sont déjà promouvoir les droits des femmes, donc l'égalité des sexes, faire des sensibilisations sur le terrain pour aboutir à plus de droits. À Ouagadougou, le projet Poupée Mania célèbre l'identité africaine à travers des poupées artisanales offrant aux enfants des modèles qui reflètent la culture et la fierté du continent. Je passais juste là, j'ai découvert la boutique Poupée Mania. Et pour vous dire vrai, c'est vraiment impressionnant parce que là, on a un mélange d'art et de culture. C'est très joli et c'est très bien fait. Apprendre un métier d'homme et voir ses perspectives d'emploi décuplées, c'est ce que font ces Congolaises et avec succès. J'ai toujours rêvé de faire un métier des hommes. Malgré les gens ont parlé, les gens m'ont dit que non, c'est pas bien pour toi, mais moi, je suis restée moi. J'ai fait ce que je voulais faire. Et si les jouets pouvaient raconter l'histoire d'un continent ? À Ouagadougou, au Burkina Faso, une artiste a relevé ce défi en créant des poupées qui ne sont pas seulement des jouets, mais de véritables ambassadrices de l'identité africaine. Bienvenue dans l'univers de Poupée Mania, où chaque poupée incarne la fierté, la culture et la beauté de l'Afrique. C'est un monde coloré et authentique pensé pour inspirer les jeunes générations et leur rappeler qu'elles aussi font partie d'une grande histoire. Un reportage de Sonia Cocti. C'est dans ce cadre chaleureux et enchanteur que Abi Marie crée ses poupées africaines. Des œuvres d'art reconnaissables à leur foulard soigneusement noué ou leurs cheveux crépus. Le style vestimentaire impose l'identité africaine, celle d'hommes et de femmes fiers, épanouis et travailleurs. En plus d'être destinées aux enfants pour le jeu, les œuvres de la maison Poupée Mania sont aussi décoratives et utilitaires. Ça, c'est la poupée serviette. Voilà, on essuie les mains. C'est une dérouleuse de papier. Voilà. Et ça, c'est la poupée Choubabi. Choubabi, c'est la poupée Barbie, mais on ne va pas dire Barbie parce que c'est la poupée africaine. La poupée décorative qui, voilà, elle tient tout ce qui est bureau. Voilà, les stylos, voilà, les tampons. Poupée princesse. Voilà. Ça, c'est une poupée qui tient son panier. Voilà. Et celle-là, c'est une poupée décorative, simplement décorative. Voilà. Il y a les saramani, les petites saramani, les poupées véhicules, les poupées porte-bijoux. Voilà, bien finies, voilà, avec des perles en dessous. Cette poupée, par exemple, il y a une mariée qui l'a commandé 300 pièces pour les invités, voilà, de son mariage. Et les visiteurs que nous rencontrons sur place, clients fidèles ou nouveaux qui découvrent, se montrent émerveillés par ces articles. Je passais juste là, j'ai découvert la boutique Poupée Mania. Et pour vous dire vrai, c'est vraiment impressionnant parce que là, on a un mélange d'art et de culture. C'est très joli et c'est très bien fait. Donc voilà, je suis là avec ma petite sœur chérie. Elle fait bientôt le CEP, donc on pourrait quand même lui offrir cette poupée-là à son anniversaire. Vraiment, c'est très joli. Voilà. Et il y a quoi en bas? Papa et paix et amour. Voilà, c'est vraiment super. Les poupées que moi j'ai à la maison, elles sont en plastique et elles ont une peau blanche. Mais par rapport aux poupées que je vois ici, elles sont bien habillées, traditionnelles. J'aime bien. Pourquoi ? Parce que moi, je suis africaine. Toutes les pièces sont des créations uniques et se comptent par dizaines. Les poupées sont entièrement faites main et à base de matériaux locaux sélectionnés avec soin pour préserver la santé des enfants. On travaille avec le fer mou, on travaille la mousse avec les laines et puis le jersey. Ce tissu-là, le tissu marron qui représente le corps. C'est un peu différent des poupées
fait à l'usine, par exemple les poupées industrielles, c'est fait avec des sachets, des trucs recyclés. Parce que les enfants, ils mettent tout dans la bouche. Tout ce qui est joué, ils mettent directement dans la bouche. Il y a beaucoup de cancers d'enfants. Ça vient d'où on ne sait pas. On met à la place des yeux, c'est un peu risqué, je vais dire. Mais on peut quand même éviter cela en utilisant des poupées fermées parce qu'on sait comment c'est fait. On peut même venir à l'atelier visiter, on sait comment c'est fait. Moi, j'ai été à l'école jusqu'au CM1. Nous avons dû fuir notre ville à cause du terrorisme. Et cette dame m'accueille pour me former à la fabrication des poupées. J'ai déjà beaucoup appris. Bientôt, si je m'applique, je pourrai aussi ouvrir un atelier pour pouvoir me prendre en charge. C'est depuis plus de 30 ans que cette artiste plasticienne travaille sur les poupées africaines. 500 pièces en moyenne sont produites mensuellement. À la demande des clients adultes, elle crée d'autres types de poupées, essentiellement décoratives à base de toiles et d'objets de récupération. Ici, par exemple, c'est Afrique Dia, ça veut dire la crème de l'Afrique. On voit toujours l'Afrique en noir. On peint toujours l'Afrique en noir. Les décès, les maladies et tout. Moi, je dis non. L'Afrique aussi, c'est des couleurs, c'est la beauté, c'est la fête, c'est la joie. Il y a une poupée fleur, voilà, qu'on peut offrir à une mariée. Voilà, cadeau de mariage, elle va déposer dans son salon. Les chefs, comme ici, on le dit, ici, on aime bien la chefferie. Ils sont toujours bien habillés. Les socles de récupération, voilà. Moi, j'utilise ça parce que je vois les bonnes dames qui se lèvent à 4 h du matin pour aller chercher les condiments dans les jardins pour vendre sur les marchés. Donc, je leur demande de me vendre leurs pièces usées, les pièces usées de vélo. Même si elles vendent chez les mécaniciens à 50 francs, 100 francs, moi, je trouve que c'est un peu chose, voilà, Donc, elles viennent me vendre ça, je leur donne quelque chose, 1000 francs, 2000 francs. Et depuis, je tombe sur le charme de ce qu'elle fait. Ces collections avec le socle de fer, avec les pièces de moto, de vélo et le tissu. C'est vraiment, et puis ça représente toute l'Afrique avec les couleurs. Par exemple, cette petite collection-là, je pense que je vais la prendre. C'est des pièces faciles à transporter que tu peux offrir à quelqu'un qui peut poser dans son bureau, qui peut poser dans son salon. Les œuvres de Poupée Mania lui ont valu plusieurs distinctions, dont la reconnaissance de la nation à travers une décoration. Les poupées sont exportées dans plusieurs pays de la sous-région africaine, de l'Europe et de l'Asie. Notre invitée du jour est Marie-Paule Aukry, dont la voix résonne bien au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Militante infatigable, Marie-Paule Aukry a fait de la lutte pour les droits des femmes à sa mission de vie. Présidente de la Ligue ivoirienne des droits des femmes et honorée par le prestigieux prix Simone de Beauvoir, elle nous rejoint pour partager son parcours inspirant, ses défis et ses victoires. Regardez. Marie-Paule Aukry, bonjour et bienvenue sur Initiative Africa. Vous êtes la cofondatrice de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Qu'est-ce que le prix Simone de Beauvoir signifie pour vous personnellement et pour la Ligue ivoirienne des droits des femmes? Recevoir ce prix-là, ça me fait chaud au cœur, ça me fait savoir que mes actions sont vues au-delà de mon pays, au-delà de mon continent. Pour la Ligue, ce prix représente une certaine validation de nos actions sur terrain. Je crois, je me dis, il ne faudrait pas que je parle pour les autres, mais une certaine validation et ça montre que ce que nous faisons a de l'impact et donc de la visibilité. Pouvez-vous nous parler des missions principales de la Ligue ivoirienne des droits des femmes et des objectifs? Les missions de la Ligue sont déjà promouvoir les droits des femmes, donc l'égalité des sexes, faire des sensibilisations sur le terrain pour aboutir à plus de droits. Aussi travailler pour l'éducation, donc l'accès à l'éducation et à la santé. On aimerait s'assurer qu'il y ait plus de femmes instruites sur les questions scolaires déjà et aussi sur les questions de santé, donc santé de la reproduction et santé tout court, quoi. Ensuite, une promotion pour la représentativité des femmes dans les instances de décision
voilà, et on fait lutter pour l'égalité économique. Et nos objectifs, ça coule de source, hein, ça coule de nos missions, donc réduire la discrimination basée sur les femmes, réduire le taux d'analphabétisme dans la population féminine et faire connaître en fait aux femmes le droit à la santé, santé tout court et santé reproductive, et aussi permettre aux femmes du milieu rural d'être plus autonomes financièrement. Voilà, je pense que ça traduit mieux ce que je suis en train de dire. Quels sont les défis les plus urgents que rencontrent les femmes en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Les défis les plus urgents, déjà, c'est les violences basées sur les femmes. On ne fait pas une journée sans recevoir d'appels pour des cas de viol, de violence physique, de déni de ressources. Donc ça, c'est déjà une urgence. C'est déjà un gros défi. Il y a aussi l'accès à la terre qui est un gros défi en milieu rural. Il y a aussi l'accès aux opportunités et tout. La participation politique des femmes, la représentativité des femmes dans les instances de décision, parce qu'il y a vraiment très peu de femmes dans nos instances de décision. Donc, au gouvernement, on a peu de femmes. À l'Assemblée nationale, on a aussi peu de femmes. Je pense 34 sur 254 députés. J'espère ne pas me tromper, mais c'est dans cette tranche-là. Aussi dans le gouvernement, je pense qu'on a moins de 10 femmes. Je pense que c'est peu. On a beaucoup trop de femmes intelligentes en Côte d'Ivoire pour se retrouver dans cette petite marge-là. Comment votre organisation y répond-elle? Déjà au niveau de la lutte pour la réduction des violences basées sur les femmes, nous faisons des sensibilisations, nous faisons aussi des plaidoyers auprès des décideurs, donc des politiques publiques, afin qu'on ait des lois plus fortes, qu'on ait l'effectivité aussi de ces lois-là sur le terrain. Pour la participation des femmes dans la politique, on fait des formations politiques, on fait aussi des plaidoyers, parce qu'il faut toujours faire des plaidoyers auprès des décideurs, afin qu'on puisse avoir des lois qui permettent, qui favorisent les femmes dans la lutte pour le pouvoir. Oui, pour le pouvoir. Aussi pour l'accès à la terre, heureusement nos lois en Côte d'Ivoire permettent aux femmes d'accéder à la terre, d'hériter. Malheureusement, sur le terrain, on se heurte en fait aux droits coutumiers où les femmes n'ont pas droit à la terre. Donc là, c'est aussi une question de sensibilisation pour montrer par exemple aux décideurs villageois, aux chefs coutumiers qu'il est intéressant pour les femmes d'avoir leur terre, parce que ces femmes-là produisent 80% de notre alimentation et nous sommes dans une question de sécurité et souveraineté alimentaire. Et ce sont ces femmes qui produisent tout ce qu'on mange. Les hommes sont de grands producteurs, mais des producteurs de cacao, d'EVA, vous convenez avec moi que personne ne mange ça directement. Pourtant, ces femmes-là produisent de l'aubergine, du riz, des légumes et autres. Donc, il est très important et urgent qu'elles aient accès à la première ressource pour pouvoir nous fournir tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont le pays a besoin. Elles sont vraiment utiles et il est urgent de répondre en fait à cette problématique. Pouvez-vous partager une initiative ou un projet récent de la Ligue qui a eu un impact significatif sur les droits des femmes en Côte d'Ivoire? On a aussi une initiative de la Ligue avec d'autres organisations appelée Compter pour toutes, où nous demandons aux politiques publiques de permettre des études en fait sur les violences faites aux femmes, donc de chiffrer. Et quand on a des chiffres, on arrive à
mieux travailler, à mettre des mécanismes, à mettre un système pour pouvoir répondre aux préoccupations des femmes. Parce que là, si on ne sait pas combien de femmes, par exemple, sont battues par jour, si on n'a pas une estimation, il serait difficile de dire qu'on veut construire des centres d'accueil. Vous construisez sur la base de quoi? Il serait difficile de dire qu'il faut un commissariat dans tel lieu et tout. Vous construisez ça sur la base de quoi? Donc, ce sont ces deux initiatives-là qui me reviennent déjà, mais il y en a une panoplie. Envie de faire rayonner votre entreprise en Afrique et en Europe? Augmentez votre visibilité avec Fréquence Business grâce à notre réseau de chaînes de télévision nationales dans plus de 40 pays. Chaque semaine, plus d'une centaine de diffusions à travers l'Afrique, l'océan Indien et l'Europe. Ne manquez pas cette opportunité unique. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès maintenant. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Au Congo, les femmes se rebellent contre les stéréotypes qui limitent leur développement socio-économique. C'est ainsi qu'à Pointe-Noire, une jeune femme a décidé d'apprendre à conduire des grues, un métier largement perçu comme étant l'apanage des hommes. Mais Grace Rolandi n'a pas mis longtemps à s'illustrer au sein de sa formation par son aisance et son charisme. Notre journaliste Jean-David Miamlé l'a suivi lors d'une séance pratique. Regardez. Difficile de passer inaperçu au milieu de tous ces garçons. Grace Rolandi est l'identité remarquable de la vingtaine d'étudiants de l'Institut de formation Raoul F, assignés à une science pratique de manipulation des grues dans la zone industrielle de Pointe-Noire, la capitale économique du Congo. La motivation a visiblement pris le pas sur les préjugés. Nullement ébranlée par un environnement défavorable, Grace a suivi le choix de son cœur. Ouais, en fait, j'ai toujours rêvé faire un métier des hommes. Malgré les gens ont parlé, les gens m'ont dit que non, c'est pas bien pour toi, mais moi, je suis restée moi. J'ai fait ce que je voulais faire et moi, personnellement, je pense que quand une femme fait un métier des hommes, il est beaucoup plus sollicité. Mais comment est-ce que cette jeune dame issue du quartier populaire de Makayabou se sent-elle au milieu de tous ces hommes? Regrette-t-elle son choix? J'aime ça. J'aime faire un métier là où tu es remarquable en fait. Et si je faisais par exemple le secrétariat, les gens ne vont m'ignorer. D'après moi, personnellement, je pense que les gens vont m'ignorer. Mais quand je fais un métier tel que ça, moi je pense que tu as de la valeur en fait. Visiblement, Grace Rolandi se sent épanouie dans cette formation d'opératrice de grue. De son aveu, l'entourage familial et l'ambiance à l'école l'aident à surmonter les préjugés sociaux. Oui, la formation, elle est simple, elle est bonne. C'est vraiment bien. Mon entourage, eux, ils attendaient parce qu'une fille puisse faire ça. Et dès que je suis arrivée, ils étaient très contents. Ils m'ont même nommé chef de classe. À la maison, maman était très fière de moi parce qu'elle a appris que sa fille a choisi un tel métier. Et dans le quartier, j'aime pas trop exposer ce que je fais dans le quartier. L'Institut de formation Raoul F a déjà enregistré 12 sessions de formation en 6 mois chacune. Depuis l'ouverture en 2016, 7 femmes ont déjà été formées et d'après Cristali Bitezo, sa camarade fait exception. Elle s'arrange à être parmi les brillantes de la classe déjà, bien qu'il y a beaucoup des hommes qui font partie de la formation, mais elle n'est pas dépaysée, en tout cas, elle s'applique très bien. C'est même un exemple à suivre pour la majorité des filles qui essaient un peu de se sentir hors de la société. En tout cas, Grace, c'est une modèle. À l'Institut supérieur d'orientation et de formation professionnelle Raoul F, l'exemple de Grace Rolandi et d'autres dames qui l'ont précédée dans la formation est un motif de satisfaction. Les préjugés tombent et la cause de la femme s'améliore.
Contrairement au mythe, hier, on pensait que c'était le travail réservé aux hommes, mais aujourd'hui, nous avons vu dans d'autres cieux, notamment en Europe et autres, on voit l'implication de la femme aussi dans l'outil que hier on pensait que c'était réservé aux hommes. Et nous avons par expérience déjà plus de 7 filles, disons 7 femmes, qui sont passées chez nous apprendre et par là elles ont démontré qu'elles pouvaient bien faire autant que les hommes. À Pointe-Noire, le promoteur de cet institut de formation peut déjà, à partir de son établissement, apprécier les petits mais précieux pas de l'émancipation de la femme au Congo. La femme aujourd'hui prend un peu la responsabilité de participer aux différents métiers que les hommes, qui hier c'était un tabou, c'est un mythe qu'elles sont en train de briser, parce que hier c'était difficile de voir, très difficile de voir des femmes en train de faire certains métiers que les hommes font, mais actuellement, en tout cas, elles sont en train de défier ces métiers-là par rapport aux efforts qu'elles sont en train de fournir. Autant le dire, la connaissance, c'est le pouvoir. La formation professionnelle brise les mythes des métiers dédiés spécifiquement aux hommes. De quoi changer progressivement la donne dans un pays majoritairement féminin où l'on se marie souvent très jeune sans grande chance d'apprendre un métier. Retrouvons tout de suite notre invitée. À partir de son parcours personnel, elle nous explique ce qui l'a motivée à se battre pour la justice et comment elle équilibre ses responsabilités militantes et sa vie personnelle. Regardez. Marie-Paule Aukry, bienvenue pour la deuxième partie de cette interview. Qu'est-ce qui vous a motivé à fonder la Ligue ivoirienne des droits des femmes? Il faut dire, avant la création de la Ligue, je militais sur Internet. Je suis agronome de formation et donc je suis très souvent au milieu rural et donc je partageais les défis des femmes du milieu rural sur Internet et tout. Et d'un autre côté, les autres membres fondatrices de la Ligue aussi partageaient des choses en lien avec leur formation. Et un jour, nous étions là, on a toutes été émues par une vidéo qui relatait une violence, c'était tellement violent, on voyait une femme tomber d'un balcon. Et donc là, nous nous sommes réunis, nous sommes allés sur place, celles qui étaient sur Abidjan, moi je n'étais pas là, mais derrière je menais la communication aussi. Elles sont allées et après on s'est dit, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de créer quelque chose d'assez formel pour pouvoir être en quelque sorte la voix de ces femmes-là. Et c'est comme ça que la Ligue est née. Comment les valeurs que vos parents vous ont transmises ont-elles influencé votre parcours et votre engagement en faveur des droits des femmes? J'ai eu un père assez féministe, il faut le dire. C'était pas le père qui me disait que tu as une femme, voilà, donc tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ci. C'était un père avec qui je partais souvent à la chasse. C'est vrai qu'on revenait avec rien parce qu'on n'était pas de grands chasseurs. C'était le père qui me faisait lire son journal, qui m'a dit qu'il n'y a pas de barrière, que même le ciel n'est pas une limite pour moi parce que des personnes ont marché sur la lune. Donc voilà, je sais pas, je peux pas parler d'un déclic assez spécial. J'ai toujours été comme ça. La cause des femmes m'a toujours préoccupée. Comment gérez-vous l'équilibre entre votre vie personnelle et vos responsabilités en tant que militante? Heureusement, les choses ont réussi à s'emboîter. Je suis militante féministe à la Ligue, responsable du département des interventions sociales. Je suis agronome de formation et en formation. Et j'ai réussi à mettre mes compétences au service de mes convictions. Donc, quand je pars en milieu rural pour faire la mise en place de groupements féminins, c'est grâce à mes compétences d'agronome. Et quand je forme des femmes en agriculture écologique, en fabrication d'engrais organiques, pesticides organiques, c'est surtout à cause de grâce plutôt à mes compétences académiques, donc professionnelles. Il n'y a vraiment pas de dissociation. Les choses ont réussi à s'emboîter.
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes femmes qui aspirent à devenir des leaders dans la lutte pour les droits des femmes? À celles qui me regardent, je peux leur dire de laisser s'exprimer en elles cette conviction-là. On ne pourra pas toutes être Marie-Paul, on ne pourra pas toutes être Simone de Beauvoir, on ne pourra pas toutes être Constance Yahi, mais à notre niveau, on peut agir. Par exemple, sur Internet, moi, quand certaines me disent je t'admire, tu es toujours sur le terrain, on ne peut pas faire comme toi, je leur dis toujours, mais c'est grâce à vous que j'ai de la visibilité, vous partagez mes initiatives. Et donc, vous agissez à votre niveau. Donc, elles peuvent, à leur niveau, faire ce qu'elles ont à faire pour la cause des femmes. Et la cause des femmes, c'est la cause du pays, parce que les femmes représentent près de la moitié de la population. Donc, nous sommes dans une mondialisation, nous sommes dans un monde où chaque pays est pesé en fonction de sa valeur économique. Donc, si on met de côté une partie de la population, on se rend compte que nous sommes en train de perdre de l'argent, nous sommes en train de perdre de la ressource humaine, nous sommes en train de perdre des compétences. Donc, il faut lutter pour le pays, pour les femmes, pour leur vie en fait, parce qu'elles en ont le droit, tout simplement. Et finalement, quel message voulez-vous transmettre pour garantir ces droits en Côte d'Ivoire? Mon message fort, c'est que toutes les femmes ont droit à la justice, ont droit à la vie, ont droit au respect. Et c'est pas moi qui le dis, c'est notre constitution qui le dit. Et donc j'appelle nos gouvernants à travailler à cet effet pour ne plus jamais que les femmes soient seules. Et voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Marie-Paul Okri ainsi que nos émissions sur notre site africaoner.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.